Donc la première étape que je vous propose, le téléchargement de Stellarium, donc excellent programme gratuit. Lorsqu'on tape Stellarium dans Google, on a 2 options, qui apparaissent en premier. L'accès sur la plateforme, web, qui est très bien, mais qui offre, énormément moins de fonctionnalités et de possibilités de customiser votre setup. Donc, moi, je conseille vraiment l'installation depuis le site de Stellarium directement sur votre ordinateur. Donc, ici en haut, vous choisissez votre système d'exploitation. Vous cliquez pour lancer le téléchargement et ensuite, on pourra se retrouver après l'installation. Il y a évidemment les différentes versions, la dernière étant en ce début 2026, la V25.4. Il n'y a pas d'énorme différence depuis la 23.3, mais on va prendre la version évidemment la plus à jour. Une fois l'installation de Stellarium complétée, vous devriez avoir cette icône sur votre bureau. On lance l'ouverture par double-clic et on va passer à travers les différentes fonctionnalités. Lors de votre première ouverture de Stellarium, vous allez avoir une vue par défaut. Donc, si vous êtes en pleine journée, vous allez avoir une vue de jour. Si vous êtes en soirée et que vous êtes connecté à l'internet, normalement, Stellarium devrait déjà essayer d'identifier votre localisation et vous donner une représentation du ciel, de l'heure à laquelle vous êtes, à l'endroit où vous êtes. Donc ça peut varier, on va voir très rapidement. Ici, on a 2 panneaux de contrôle. Donc on a le panneau de gauche, ici. Je vais me mettre en mode soir, c'est quand même plus facile à voir. Donc j'avance tout simplement l'heure qui est à laquelle on se place. Donc, dans Stellarium, il y a 3 panneaux de contrôle, 2 principaux, un sur la gauche. Donc, dès qu'on amène le curseur sur la gauche, on voit le premier panneau de contrôle. Le deuxième, même chose, on approche le curseur vers le bas, on a le deuxième panneau de contrôle ici. Et on en a un permanent, dont on parlera plus tard, qui est plus pour les gens qui font de l'astrophoto ou de l'astronomie visuelle, mais pour observer le ciel et se familiariser avec les objets du ciel. Ce panneau-là n'est pas immédiatement utile. On va commencer par le panneau de gauche. Donc, comme je vous disais, la première chose à faire, c'est de s'assurer que le Stellarium nous donne une représentation du ciel de l'endroit où on se trouve. Donc, dans l'icône, dans l'onglet localisation. Donc ici, vous voyez, moi je suis à Montréal, donc banlieue nord de Montréal. Euh, et on pointe ici à l'endroit où Stellarium m'a placé, qui est l'endroit correct. Si ce n'est pas le cas pour vous, ici dans le menu déroulant, tapez la ville où vous vous situez et vous devriez fort probablement la trouver ou trouver une ville très très proche. Donc moi, Blainville, c'est banlieue nord de Montréal. Si c'était un bled perdu, j'aurais peut-être pu essayer quelque chose de plus connu, donc Montréal Nord. Dans mon cas, la ville où je me situe est disponible. Donc, je double-clique dessus et dans les coordonnées, les longitudes et latitudes de Blainville vont être indiquées, ainsi que l'altitude. L'altitude va être importante pour l'apparition des constellations, etc., en fonction de l'heure et des obstacles que vous allez avoir sur votre présentation de Stellarium. Encore une fois, ça c'est plus important quand on fait de l'astrophoto pour prévoir nos sessions que quand on fait de l'observation visuelle. Ça, c'est la première façon de le faire. Ça, c'est pas exactement la localisation de l'endroit où je me trouve, donc de chez nous, mais c'est la localisation de Blainville. Quand je l'ai vérifié sur Google Maps, on est vraiment au centre de la ville.
Par contre, quand vous faites, get location from network et puis ici, obtenir la localisation par, le GPS, vous allez avoir l'endroit exact où vous vous situez. Moi, c'est ce que je recommande. Pour des raisons de confidentialité, je le ferai pas devant vous là, mais si vous faites ça, vous allez voir, vous arrivez littéralement à l'endroit où vous êtes. Moi, ça a pointé le curseur à peu près à 5 mètres de mon routeur. Donc c'est vraiment, très, très précis. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que ça, c'est fait, on a le ciel tel qu'il apparaît à l'endroit où on se trouve, mais présentement, on voit que c'est très fade. On ne voit pas d'objets, on ne voit pas d'étoiles, donc on va passer aux autres onglets pour améliorer un peu la visibilité de Stellarium. Je retourne sur le panneau de contrôle, de gauche. Ici, on a vu il y a quelques minutes que c'est le petit onglet qui permet d'ajuster, les jours et les heures. Par exemple, si vous voulez aller voir la représentation du ciel le jour de votre naissance ou le jour de la naissance de vos enfants et en faire un screenshot, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas vraiment de limite aux dates où est-ce qu'on peut se rendre. À chaque fois qu'on clique et reclique, on fait apparaître et disparaître les fenêtres. Il y a aussi évidemment le bouton X pour les fermer, mais ça, c'est quand même très commode. Donc on passe au troisième onglet, la vue du ciel. Ici, on a plusieurs sous-onglets. Donc, on va pouvoir vraiment ajuster, notre, représentation. Première chose intéressante, c'est qu'on peut ajouter la Voie lactée. Donc ici, je ne sais pas si ça paraît bien sur, YouTube, mais on voit, la Voie lactée apparaître et disparaître. Donc quand je déclique, elle disparaît. Pour que ça paraisse mieux, on va en augmenter la visibilité. Vous voyez ici, elle disparaît, elle apparaît. Je pense que c'est intéressant de le laisser, principalement au printemps, à l'été, où est-ce elle est visible. Donc, c'est intéressant de voir selon l'heure dans quelle direction on peut regarder quand on est dans un beau ciel bien sombre. Comme je vous ai montré, on peut en augmenter, en diminuer l'intensité. La représentation atmosphérique, donc la visualisation atmosphérique, ça, on va devoir le laisser. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on l'enlève, on a un ciel extrêmement noir. Heu, mais le problème, c'est que si on enlève la représentation atmosphérique pour, avoir un ciel très, très noir, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on se déplace, dans les heures, vous voyez que même en plein jour, le ciel reste tel qu'on le verrait s'il n'y avait pas de soleil. Donc ça, c'est embêtant parce que lorsqu'on veut savoir à quelle heure se couche le soleil, bon, bah, là, faut avoir accès à un autre calendrier, un autre outil. Alors qu'en laissant, la visualisation atmosphérique, on se rend compte, qu'ici, à ces 17 heures, ça commence à être sombre, de la pénombre, et à 18 heures, bon, là, c'est bon. Le 24 janvier à 18 heures, 18h48, là, on peut commencer à faire de l'observation ou de la photo. Donc c'est pour ça qu'on va laisser la visualisation atmosphérique, et pour, améliorer la visibilité, on va se placer avec une pollution lumineuse minimum. Parce que si on se place de façon automatique par rapport à la pollution locale, moi qui suis dans une zone très polluée, là, qu'on appelle, sur l'échelle de Bortle, 7 ou 8, ça va de 1 à 9, 1 étant le meilleur. Vous voyez, en fait, si je regarde le soir à l'extérieur, c'est à peu près ça que je vois. Donc, c'est très fidèle. On voit les principales étoiles des constellations, mais ça se limite à ça. Alors que s'il y avait une panne de courant généralisée sur la rive nord de Montréal et que je mettais mon indicateur à 1, on pourrait voir c'est littéralement ce qu'on voit dans des zones, réserves, dans des réserves de ciel, étoilé. Donc, vous voyez, il y a une très, très grande différence. Donc, nous, on veut quand même, pour se préparer ou se familiariser au ciel, se placer dans les conditions, les meilleures. Mais, encore une fois, si on fait ça par la façon la plus simple, qui est de retirer la visualisation atmosphérique, bon, ben là, on perd l'information de quand le soleil se lève ou se couche. Donc, on garde cet onglet-là, mais on met notre pollution, lumineuse de façon manuelle au plus faible. Puis, vous voyez, ici, on se place en Bortle 1, c'est-à-dire qu'on
on a les meilleures conditions d'observation qu'on peut avoir sur Terre. Donc on va se placer dans ces conditions-là et on va faire apparaître les étoiles. Là, d'un seul coup, on commence à avoir un ciel qui ressemble plus à ce qu'on recherche. On peut aussi ajouter des étoiles filantes, un gadget qui est littéralement inutile parce que ça ne représentera pas du tout ce que vous pourriez voir évidemment là. C'est un peu aléatoire, mais là, moi, je le mets à 0. Regardez ce qui arrive si on le met au maximum. Là, on a l'impression qu'il y a un festival, peut-être pas parce qu'on est en pleine journée, mais dans certaines conditions, on a vraiment un festival d'étoiles filantes qui est plus dérangeant qu'autre chose selon moi. Et dernière chose, comme on veut observer le ciel, présentement, je vais baisser un peu ce paramètre-là, on voit que la ligne d'horizon est centrée sur l'écran. Donc, on a la moitié de l'écran qui est littéralement perdu parce on voit du gazon. Ce qu'on va faire, c'est ici dans la vision stéréographique, qui est la meilleure. Vous avez différentes options pour y regarder celle qui vous convient le mieux, mais je pense que c'est assez unanime. Tout le monde pense que la stéréographique est la meilleure projection pour pas avoir des nausées. Dans certains cas, le fisheye ou autre, ça peut être assez perturbant pour l'œil quand on se déplace. Donc, dans la visualisation stéréographique, on va baisser le offset. Donc, on va venir baisser le niveau de l'horizon pour voir plus de ciel. Donc, là, par défaut, on est à 0%. Et puis, on va descendre à peu près jusqu'à moins 30 pour que l'horizon soit plus bas et qu'on voit majoritairement du ciel. Donc, on peut même pousser encore un peu plus jusqu'à 40. Donc là, on a vraiment principalement le ciel qui est représenté et on commence à avoir quelque chose de pas mal intéressant. On a la Voie lactée, on a une vue bien dégagée du ciel et on a nos étoiles. Donc, on peut commencer déjà à voir les principales. Présentement, ce soir, parce que là, on se rappelle, j'ai avancé fermé temporairement cette page-là. Là, j'ai temporairement avancé l'heure. Je me suis placé le jour où je fais la vidéo, mais à 20h. Et à 20h, on va voir qu'en direction du nord-nord-est, on va voir Capella, on va voir Jupiter, Pollux. Donc, ça permet aussi, si on fait une sortie, de prévoir un peu où vont être les principales étoiles. Mais ce qu'on veut essayer de voir aussi, surtout, c'est certains objets dans le ciel. Donc, on va maintenant ajouter ces objets-là. On retourne à notre troisième onglet. Donc, on a fait la vue du ciel. Par défaut, les objets, donc ça c'est Solar System Object, donc les objets du système solaire sont là par défaut. Et maintenant, on va aller sur le troisième onglet. Donc ça c'est Deep Sky Object. Ça c'est ce qui nous intéresse. Ici, on a plusieurs familles, plusieurs classements d'objets sont identifiés avec leurs lettres. Donc ici, quand on se place dessus, on a l'information. Donc Messier, c'est la classification, je dirais probablement la plus connue. Messier, basée sur le nom de Pierre Messier, l'astronome amateur, le chasseur de comètes français de la fin du XVIIIe siècle, qui a fait sa première classification. Ça, c'est certain que c'est la première série qu'on va ajouter. Les objets les plus visibles, certains des plus intéressants vont avoir un numéro Messier, comme M31, M33, M42. Pour la petite histoire, il semblerait que Pierre Messier a fait ses observations avec un télescope de 4 pouces de diamètre. Moi, je vais vous dire, il y a certains de ces objets, chapeau monsieur, parce que j'ai déjà observé ou tenté d'observer certains de ces objets avec des télescopes de 20 et plus millimètres 20 cm de diamètre, donc des 200, des 300 millimètres et plus. Et il faut savoir ce qu'on cherche parce que c'est très, très discret, c'est faint dans le ciel. Donc lui, qui a découvert ça à l'époque, moi je pense que ça nous en dit long sur les conditions du ciel de l'époque qui devaient être pas mal meilleures que les nôtres. Parce que pour certains, moi personnellement, je pense que c'est absolument impossible de nos jours de les voir à l'œil nu. Même avec des gros entonnoirs à photons, c'est très, 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 très léger. Donc, la première série qu'on va s'ajouter, c'est la série Messier. On va ajouter aussi le IC.
qui est, je ne sais pas si c'est indiqué, mais c'est le index catalogue. Deuxième, voilà. Deuxième série d'objets qui est très intéressante. La série NGC, qui est c'est le New General Catalog, qui est aussi une classification où il y a énormément d'objets. Donc, vous commencez à voir en arrière là, tout ce qui est en train de se populer sur la carte. On va ajuster ça. Si vous voyez, si j'enlève le NGC, on a beaucoup moins. NGC avec les settings présentement en place, il y en a énormément. Le quatrième, ça va être le Sharpless Catalog qu'on ajoute. Celui-ci, pour l'instant, on va le laisser, mais je vais faire un aparté. C'est principalement pour ceux qui vont vouloir faire de l'astrophotographie, parce que c'est des nébuleuses en émission, donc des régions H2 là, qui ont été cataloguées par un astronome, Stewart Sharpless, même si le nom peut paraître Sharpless un peu inventé, c'est le nom du monsieur Stewart qui a mis en place ce catalogue. Et s'il y en a un troisième que j'ajouterais, ce serait le LBN de Madame Linz. Je ne suis pas trop certain de comment on prononce son nom, Beverly Linz, d'ailleurs qui est décédée il n'y a pas très très longtemps. C'était une astronome américaine qui a aussi fait une classification des nébuleuses brillantes, on va dire Bright Nebula. Donc ça serait les 5 catalogues de choix que je garderais. Mais c'est certain que ces 2 dernières, même les 3 dernières, sont principalement pour ceux qui vont vouloir faire de l'astrophotographie. Puis peut-être le dernier, le C. Donc on a vu ici M pour Messier, SH pour Monsieur Sharpless, et puis C. Pourquoi le C? Parce que c'est Monsieur Patrick Moore. Mais M. Patrick Moore, quand il a fait sa classification, il a été buté au fait que le M de Messier était déjà pris, donc son initiale Moore ne fonctionnait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Cadwell parce que son nom complet, c'est Patrick Cadwell Moore. Donc, il a mis C pour je dirais son deuxième nom. C'est pour la petite histoire. Donc, voilà les principaux catalogues qu'on peut ajouter. Donc, l'onglet Marking, c'est juste pour customiser nos préférences de couleurs, etc. J'ai jamais rien changé ici. Je me suis tout de suite habitué, un peu comme tout le monde, je pense, aux couleurs par défaut. Puis une fois qu'on a l'habitude, il n'y a plus d'intérêt vraiment à faire des modifications. Mais si vous voulez faire vos modifications dès le départ, c'est ici que ça se passe dans l'onglet numéro 4. Ensuite, on passe au sous-onglet des représentations, donc des décors. Ici, je vais me replacer avec l'horizon placé très bas. Donc ici, quand on change les décors, par défaut, on va garder la vue du ciel à l'endroit où on se trouve. Donc, par exemple, si on retournait au niveau de la localisation, on va rester à cet endroit-là. Si on choisit le décor Jupiter ou Lune, on ne se retrouve pas à avoir une visualisation de l'endroit exact où on se trouve sur la Lune. C'est juste le décor qui change, mais il n'y a aucun changement au niveau de la visualisation du ciel. Vous voyez, ici, je suis, excusez pour la prononciation, mais Guérin. Si on passe à Genève, on a exactement le même ciel. Si on se met sur Neptune, on a exactement le même ciel, etc. C'est juste la façon dont la représentation de l'avant-plan va être changée. Vous voyez, mais ça changera pas le ciel. On voit que la Lune reste exactement, d'ailleurs. Si on se met sur la Lune, on comprend que si on voit la Lune, c'est qu'on n'a pas une représentation du ciel depuis l'endroit où on se voit. Je pense que là, on a notre démonstration qui est faite. Mais ça peut être très utile, ça, lorsqu'on fait des déplacements à un endroit où on va régulièrement et qu'on veut s'assurer qu'on n'aura pas d'obstacle. Donc moi, ici, j'ai mis chez nous, mais j'ai aussi mis un site du club auquel j'appartiens, où, avec des confrères, on se rend pour faire dans un meilleur ciel de la photographie. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est
ce qui peut être important. C'est sûr que c'est un endroit qui est très, très dégagé, mais oui, c'est pas super bien fait. Rapidement, là, on voit que la découpe des arbres aurait pu être mieux faite, mais en gros, en ayant ça, ça nous permet de savoir jusqu'à quelle heure et à quelle hauteur se trouvent les objets. Donc ici, c'est comme si on arrivait là-bas à 14 heures. Donc là, on se met à 14 heures, puis on va voir, le ciel va commencer à s'assombrir à 18 heures. À 18 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, imaginons qu'on veut faire Orion, on va prendre des photographies d'Orion, ce qu'on voit ici. On se dit, bon, ben, si on se place dessus, ok, ça veut dire que à cette heure-là, il va déjà être à 18 heures, il va déjà être à cette hauteur-là dans le ciel, et puis comment ça va se promener tout au cours de la nuit. On voit 20 heures, 21 heures, et puis ici, hop, ça va se coucher vers l'ouest, vers 2 heures, 2 heures et demie. Donc à 2 heures, il est déjà très bas sur l'horizon, et puis à 3 heures, on voit plus rien. Donc c'est certain que si on veut préparer notre soirée, on ne prévoira pas un 10 heures d'exposition sur Orion. On va savoir que vers 1 heure du matin, il commence à être assez bas et proche des arbustes, donc on va peut-être changer de cible. Donc l'avantage de ça, c'est de pouvoir prévoir ses soirées et de s'assurer aussi est-ce qu'il y a des obstacles. Donc ici, il n'y en a pas beaucoup, mais si on revient un peu en arrière et puis qu'on cherche à faire, pour une raison quelconque, on veut prendre des photos de Jupiter, on voit que c'est quand même pas long à 3 heures du matin ici. Encore une fois, bon, 4 heures, on est proche des arbres, puis à 5 heures, on est dans les arbres. Donc, si c'était quelque chose qui nous intéresse en fin de nuit, bon, ben là, c'est mort. Il va falloir qu'on refasse notre cédule. Donc, ça permet de ne pas arriver sur place et de se rendre compte que notre cédule de soirée ne fonctionnera pas. Donc, c'est ça tout l'intérêt d'ajuster les avant-plans. Si c'est un endroit qui est très loin de chez vous, il va falloir relocaliser cet endroit-là pour que Stellarium ajuste la vision du ciel. Mais en général, c'est rare qu'on va se déplacer de plus qu'une heure ou deux, donc ça reste quand même très proche, même sans prendre la peine de changer le ciel pour une visualisation locale. Ça, en général, c'est quand même assez fiable. Donc ça, c'est l'avantage. Je vais placer plus bas. Ça, c'est tout l'intérêt du volet landscape, c'est de pouvoir faire ces ajustements-là. Puis des fois, c'est le fun aussi de voir particulièrement chez soi si on a des grosses obstructions. Souvent, c'est chez soi qu'on va avoir le plus d'obstacles avec des arbres, la maison du voisin ou autre. L'avant-dernier onglet, Sky Culture, ça peut avoir un intérêt pour des connaissances plus larges au niveau des cultures et des habitudes astronomiques. Comme vous savez sûrement, toutes les cultures n'utilisent pas la même terminologie, ne voient pas les constellations de la même façon. Donc là, on est par défaut sur la représentation moderne. Mais ça peut être très intéressant d'aller voir les anciennes ou d'autres cultures, comment ils représentent le ciel. Donc ça, c'est pour votre aspect un peu d'érudition. Ça peut être un truc très intéressant à aller voir. Le dernier onglet, on va en parler longuement dans la deuxième vidéo. C'est pour améliorer grandement la visualisation. Et encore une fois, il y a un intérêt pour découvrir le ciel, mais l'intérêt majeur, c'est vraiment pour les astrophotographes, pour voir ce qu'on peut observer en H-alpha, en S2 ou 3 au niveau des types de gaz lorsqu'on veut combiner des photos de type Hubble en SHO. Donc ça, on va en parler plus tard. On a fait un premier tour des onglets de gauche. Ensuite, on va faire une petite vidéo aussi pour parler de ces onglets ici en bas qui sont très utiles. Mais avant de quitter, la dernière chose à faire, c'est comme on dit toujours, la dernière mais pas la moindre, c'est de sauvegarder tout ce qu'on a fait. Si vous voulez sauvegarder votre vue comme votre vue par défaut,
Dans ce cas-là, il faut juste retourner ici au niveau des landscapes et demander à Stellarium que ce soit votre vue par défaut. Donc, sinon il va revenir, même si vous faites, sauvegarder settings et sauvegarder vue, il va revenir sur, celui qui est par défaut, qui était jusqu'à maintenant Guérin. Donc si vous souhaitez, que d'entrée de jeu, vous ayez une vue vers le nord de votre cour, lorsque vous ouvrez Stellarium, vous mettez le l'avant-plan, choisi comme celui qui est par défaut. Donc là, maintenant, vous revenez sur la page de configuration, donc où est-ce qu'il y a le petit, la petite clé et vous faites, sauver les settings avec cette vue-là. Donc maintenant, lorsque vous allez redémarrer Stellarium, vous allez avoir vos paramètres de sauvegarder et même la vue par défaut, ça va s'ouvrir directement sur cette vue-là. En espérant que cette, 1re vidéo d'introduction un peu longue vous soit utile. Évidemment, c'est une petite chaîne qui débute, mais je vais faire un petit suivi s'il y a des commentaires ou quoi que ce soit pour essayer de répondre ou s'il y a des erreurs, de faire des petits erratums, sur mes vidéos. Mais n'hésitez pas à commenter ou à me poser des questions, ça va me faire plaisir. Surtout que là, vous allez probablement être au maximum 4 ou 5 à regarder, donc ça va me faire plaisir de vous répondre individuellement. Salut et bonne journée à vous, puis bon ciel.